Donc, bonjour à tous. Je souhaiterais d'abord remercier les organisateurs, en particulier Vincent, pour toute cette organisation et pour avoir permis à ce colloque de se tenir. Alors en effet, je vais présenter un ensemble de projets de recherche sur l'archivage numérique et notamment donc effectivement la constitution d'un corpus numérique sur les éternités numériques. Donc dans un premier temps, je dirais deux mots des outils qui sont utilisés, de la constitution des bases de données qui ont permis de réaliser ces projets, des méthodes, des difficultés, le retour d'expérience qui peut être intéressant à noter, de même que je donnerai différents exemples donc de ces applications, la manière notamment dont la médiation avec l'usager est réalisée, de quels outils dispose-t-on et quel type de collections sont accessibles. Alors, tout d'abord, pour passer de l'observatoire à la collecte, il s'agit de constituer un outil qui capture des données, qui détermine quelles données sont à capturer, et bien entendu, qui sauvegarde ces données, enrichit ces données, et donc conserve ces données. Alors le cadre de ce projet, c'est un projet ANR, effectivement, qui s'étale sur 3 années et qui est coordonné par l'Institut national de l'audiovisuel et qui a pour particularité d'associer des compétences en sciences sociales, notamment en informatique, ou encore en linguistique appliquée. Ce qui fait que ces différentes compétences se combinent, si j'ose dire, pour aboutir à une capture des données, tout autant que les enrichir, les décrire et les rendre utilisables et mobilisables par l'usager. Alors, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de partenaires, tout autant techniques qu'en SHS. La question principale était d'étudier la transformation des médias. Donc, de manière très schématique, c'est d'étudier le renouvellement du rapport entre les médias, la manière dont les nouveaux médias, comme on les appelle souvent, Twitter, Facebook, les différents réseaux sociaux, se coordonnent avec les anciens médias, si le terme est adapté, par exemple les grandes agences de presse comme l'agence France Presse, Reuters, ou encore, bien entendu, Le Monde, Le Figaro, la télévision, la radio, etc. Donc, quelle coordination entre ces médias? Est-ce qu'il y a une évolution du rapport entre ces différents médias, et si oui, laquelle? Par ailleurs, bien entendu, l'idée, c'est d'étudier l'originalité de l'information, c'est-à-dire, y a-t-il simple reprise? Y a-t-il une dépêche AFP publiée, mettons, au 1er janvier d'une année, qui est simplement reprise 10 minutes plus tard par telle ou telle source d'information, puis reprise sur Twitter, puis reprise sur Facebook, puis reprise à nouveau sur un nouveau média, et le cas échéant, donc, une faible originalité? Ou y a-t-il l'émergence de sources d'information qui seraient originales, qui permettraient de faire ressortir, justement, de nouveaux sujets plus divers, qui ne seraient pas abordés, par exemple, par les médias traditionnels, qui ne seraient pas abordés par les grands journaux quotidiens ou par la presse quotidienne régionale. Alors évidemment, cela pose un certain nombre de questions, et notamment les modalités de l'archivage et de constitution d'un tel corpus, et dans un second temps, l'accès de l'usager à ces données que je vais essayer de décrire. Alors tout d'abord, sur les processus, comme vous l'imaginez, le choix est limité, à la fois par la technique et par le choix des sources. J'entends par là que l'on ne peut en tant que tel collecter l'intégralité du web. Différents projets permettraient de capter une forte part des sites qui sont disponibles. Toutefois, bien entendu, dans le cadre d'un projet qui a des ressources limitées, un choix est nécessaire et bien entendu, ce choix inclut une limitation dans le cadre des recherches qui sont ensuite effectuées sur les outils. Donc, une représentativité ainsi qu'un certain nombre de contraintes, le choix d'un certain nombre de médias, notamment le web, et quelques 3000 sources d'informations auxquelles s'ajoute un certain nombre d'émissions de radio, de télévision, avec le partenariat notamment de l'Institut national de l'audiovisuel, un certain nombre de comptes Twitter, qui se comptent à peu près une vingtaine de milliers, ainsi que l'AFP, qui étant partenaire du projet, bien entendu, fournit les dépêches directement. Alors, l'idée et la difficulté en même temps, c'est de créer un catalogue.
cela a été évoqué, sera évoqué par de nombreux autres intervenants. La difficulté du catalogue, c'est la pluralité, la diversité des données. Quand on y réfléchit, quoi de commun entre un tweet et 600 mots d'une dépêche AFP, un cadrage journée, une nouvelle publiée sur un blog ou un grand article dans la presse papier, dans Le Monde ou dans Libération. Bien entendu, la granularité n'est pas la même, la temporalité n'est pas non plus la même, et il s'agit d'essayer de mêler toutes ces données, il en est de même pour une émission de télé, une émission de radio, donc de mêler toutes ces données au sein d'un même outil, d'un même corpus, d'une même base de données, techniquement, et d'être capable de fouiller dans ces données afin que l'usager qui cherche quelque chose trouve une information pertinente et ne soit pas noyé sous 155 000 tweets avant de tomber sur l'article pertinent du Monde qui, le cas échéant, probablement est source d'un certain nombre de commentaires, notamment sur Twitter. Par ailleurs, comme vous l'imaginez, peut-être une mesure de l'audience serait opportune. L'émission de grande écoute sur une chaîne nationale ayant bien entendu plus d'audience que simplement tel ou tel blog ou peut-être tel fil Twitter qui dans un second temps sera peut-être lu mais par beaucoup moins de personnes. Donc un choix vaste de données et donc un catalogue difficile à effectuer en ce sens que les données sont multiples et à granularité variable. Par ailleurs, dans ce qui est de la capture, il faut retenir un triptyque dont le premier point sont les données brutes, c'est-à-dire les données textuelles qui sont issues des tweets, qui sont issues des articles qui sont extraits, de même que les métadonnées, c'est-à-dire la date de capture, la date de publication, l'auteur, etc. Mais tout autant, en troisième point, l'enrichissement qui est effectué sur les données, dont on dira deux mots plus tard, c'est-à-dire un ajout qui est effectué par le chercheur qui ajoute un certain nombre d'éléments descriptifs, qui ajoute un certain nombre de mots-clés, qui décrit donc les données afin d'améliorer la capacité d'un utilisateur à utiliser l'outil. Alors, un tel outil, 3000 sources, il y a une rapide représentation de certaines de ces sources, bien entendu, je n'ai pas représenté l'intégralité, mais vous avez une multitude de sources. Principe et limite également sur le web, le corpus ayant été formé en 2011, une forte orientation vers le web politique a été formée, ce qui bien entendu limite dans une certaine mesure certaines analyses sur certains types de sujets, même si bien sûr la presse nationale, la PQR sont capturées. Une autre limite qu'il faut prendre en compte, c'est la limite juridique. A-t-on le droit de capter? Je ne dirai rien en précision de ce point, mais la limite juridique est extrêmement importante, et notamment pour un grand opérateur comme l'INA, des conflits peuvent apparaître entre l'INA et la BNF au niveau de la capture des données, tout comme, bien entendu, les droits d'auteur et droits voisins, qui sont réformés en ce moment, posent difficulté dans la capture de certains sites ou dans leur accès même au public. Alors, des processus sont en cause. Des processus, ça signifie très rapidement des outils techniques, donc des robots, des scripts, différents modes d'extraction, ainsi qu'un certain nombre de difficultés, comme je le disais, la granularité variable d'un tweet ou d'une émission de radio, de l'audio, du texte ou de l'image. Dans les données qui sont capturées, nous avons donc du texte, bien entendu, mais nous avons 1 million d'images, nous avons de nombreuses vidéos, ce qui fait que, bien entendu, ces données sont extrêmement disparates et complexes à décrire. La multimodalité ajoutant une force, mais tout autant une difficulté aux données qui sont ajoutées donc dans ces bases. Par ailleurs, un certain nombre d'outils dont je vous dirai deux mots permettent de classifier, notamment la classification automatique, ou permettent de cartographier, donc de visualiser un certain nombre de ces données pour essayer de les rendre plus aisées à l'accès de l'usager, tout autant que pouvant potentiellement constituer une limitation dans la lecture des données. Alors, en deux mots et par un schéma, voici à quoi ressemble le processus de captation du web à l'Institut national de l'audiovisuel. C'est le schéma de capture du dépôt légal du web, où vous trouvez trois grandes directions. Tout d'abord la captation, au sens mécanique du terme, auquel suit un traitement, c'est-à-dire l'indexation et l'archivage des données, et enfin seulement, en fin de compte, l'accès de l'utilisateur aux données une fois qu'elles ont été
indexés et captés. En termes de chiffres, eh bien, il y a quelques 12 000 sites qui sont archivés au dépôt légal. 3 000 font partie du projet OT Média que je vous mentionnais, auquel s'ajoutent donc Radio, Télévision et AFP, ce qui fait tout de même 29 milliards de versions d'URL, et donc évidemment une grande difficulté d'accès direct aux données. Il serait tout de même extrêmement complexe de les feuilleter ou d'y accéder autrement que par la médiation d'un certain nombre d'outils. Alors par quels outils justement? Eh bien, dans ce cadre, un moteur de recherche dédié permet d'accéder aux collections qui sont stockées. Donc l'idée, c'est d'être capable d'accéder aux collections tout autant que d'accéder aux descripteurs, aux éléments enrichis qui permettent de faciliter la lecture et qui permettent tout autant de faciliter la place du chercheur, la place de l'usager face à ces très gros corpus de données. Alors, la requête, tout d'abord, très classiquement, j'imagine que vous connaissez tous les moteurs de recherche que sont Google, Bing ou Yahoo, et donc bien entendu, le moteur n'est pas surprenant à ce titre. Vous pouvez utiliser toutes sortes de requêtes, des booléens, des opérateurs logiques donc, et des requêtes en texte intégral. L'intérêt principal, c'est de représenter la requête temporellement, c'est-à-dire en recherchant par exemple Forum d'Avignon ou en recherchant une ville comme Toulouse et Exposition par exemple, de trouver dans les résultats une certaine représentation temporelle et de remarquer, tiens, il y a un pic à tel ou tel endroit, peut-être s'est-il passé quelque chose de notable que je vais aller explorer. Donc on est au niveau, si j'ose dire, de la découverte d'événements, repérer un événement qui est particulièrement saillant statistiquement, donc qui est visible, car il représente un certain nombre d'occurrences ou de co-occurrences, selon le cas, dans le corpus. Par ailleurs, comme je vous le précisais, un certain nombre de traitements ont été effectués, parmi lesquels du traitement automatique de la langue, c'est-à-dire l'extraction d'entités nommées, d'expressions lexicales, lemme, phonème, etc., qui permettent de repérer, par exemple, un type de média ou simplement les entités nommées qui sont présentes dans les documents qui sont extraits. Repérer un nom propre, repérer un lieu géographique, etc. Et donc, dès lors, pouvoir remarquer que tel et tel et tel et tel article sont systématiquement des articles qui parlent de Saint-Étienne. Et de pouvoir classer ces articles avec un descripteur supplémentaire qui ajoute Saint-Étienne à toute une série d'articles. Le mot Saint-Étienne n'étant pas forcément mentionné dans l'article. On peut imaginer la mention d'un quartier, la mention de localisation GPS, etc., qui ne sont pas forcément immédiatement identifiables, mais qui, si l'opération est bien effectuée, permettent de systématiquement identifier géographiquement le lieu, et le cas échéant, le lieu étant identifié, on peut rechercher par zone géographique. Alors, entités nommées, donc bien entendu des personnes morales, des personnes physiques, possibilité de repérer également des thématiques qui sont saillantes, qui se retrouvent à l'intérieur du corpus, donc des personnes, Nicolas Sarkozy là, en l'occurrence, qui arrivent en première position, ou des organisations, le Parti Socialiste, France 2, etc., qui sont particulièrement présentes en l'occurrence. Par ailleurs, ce qui est également possible, et je vous en donnerai quelques exemples dans un instant, c'est de représenter graphiquement les données, là en l'occurrence bien sûr le résultat d'un certain nombre de requêtes, et de comparer ces requêtes. C'est-à-dire de voir, tiens, j'ai fait une recherche sur exposition, j'y ai apposé une spécialisation géographique et je veux voir dans quelle ville les articles qui sont présents dans le corpus sont le plus fréquents. Par exemple, dans quelle ville y a-t-il le plus d'exposition, pourrait-on dire? La réalité est de dire que c'est l'association d'une recherche géographique par co-occurrence avec le terme exposition. Une autre représentation qui est possible, c'est justement la cartographie de ces données. La cartographie de ces données, par exemple sous cette forme, alors là il s'agit d'un corpus sans rapport avec le précédent qui concernait le mariage pour tous, où l'idée était d'étudier le type de vocabulaire qui était utilisé par les opposants, tout comme par les partisans de la loi sur Internet, et notamment de voir ce qu'il en était des expressions mariage gay, mariage homo, mariage pour tous, mariage entre couples de personnes de même sexe. Est-ce qu'il n'y avait pas une typologie qui pouvait être réalisée?
Et ce qui est possible, c'est dès lors de représenter ces données, en l'occurrence par un certain nombre de mots-clés d'extraction lexicale, sous cette forme, par des clusters qui sont représentés, qui permettent de voir la proximité entre différents groupes de mots, entre différentes extractions, et bien sûr la communauté qui existe entre certaines de ces extractions. Alors, comme l'intitulé de la communication l'évoque, l'idée c'est de vous donner quelques exemples pratiques qui dépassent simplement les quelques outils que je vous décris ici, afin de comprendre vraiment quelles sont les difficultés et de même quelles sont les possibilités de ces outils. Et l'un de ces cas d'usage plutôt, c'est la découverte d'événements, la création d'un objet numérique à partir d'éternité numérique, c'est-à-dire à partir de l'analyse de la médiatisation de personnes décédées. Donc la manière dont, par exemple, la médiatisation de la mort de Mohamed Merah, en l'occurrence, de Richard Descoings ou de Nelson Mandela, peut être médiatisée. Y a-t-il des similitudes, une typologie, là encore, qui peut être effectuée? Mais surtout, et c'est l'objet qui nous intéresse ici, quels sont les moyens, les outils qui permettent d'analyser et de répondre à de telles questions de recherche? Alors, en complément du projet ANR que je vous mentionnais préalablement, notre recherche est effectuée dans le cadre d'un projet Éternité numérique, un projet qui s'appelle Énéide, en partenariat avec Paris 3 et l'UTC, qui a pour objectif justement d'étudier ces éternités numériques, c'est-à-dire la persistance de données après la mort d'un utilisateur. Vous savez que bien entendu sur Facebook, il y a des dizaines de millions maintenant de comptes qui sont des comptes de personnes décédées, que bien entendu la même réalité se profile en ce qui concerne les pages web. La plupart des utilisateurs, la majorité en tout état de cause, seront décédés dans une trentaine d'années. Et donc la place des morts dépassera celle des vivants dans quelques années, et il en sera de même sur Twitter, etc. Et donc là, l'idée, c'est d'étudier, parmi le corpus précédent, donc, qui comporte entre 6 et 8 millions de documents selon la période évoquée, hors Twitter, de voir ce qu'il en est de l'étude d'un certain nombre de cas, comme le décès de Mohamed Merah dans l'affaire que vous connaissez, le décès de Nelson Mandela, ou encore bien sûr le décès d'une personnalité comme Richard Descoings. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur le cas de Mohamed Merah, puisque je sais que le temps est limité. Et justement, pour vous dire que la première requête qui est effectuable, si d'aucuns ne connaissaient pas l'existence de Mohamed Merah, ce serait d'effectuer une recherche, mettons, géographique. Vous allez vous poser la question, que se passe-t-il à Toulouse et à Montauban? Quid de l'actualité toulousaine et de la zone, eu égard à telle ou telle thématique, ou de façon générale? Quelle représentation médiatique de cette zone géographique? Et par exemple, vous allez pouvoir étudier telle ou telle période. Chercher, mettons, les mentions du terrorisme, du racisme, de la violence, de la sécurité. Mais tout autant pourrions-nous chercher n'importe quelle thématique ou n'importe quelle co-occurrence de mots-clés. Le cas échéant, vous effectuez votre requête, vous choisissez la thématique, et vous cherchez, par exemple, bien entendu, ce qui a pu se passer à Toulouse sur une période qui peut être extrêmement longue, comme une période d'1 an, une période de 2 ans, et bien entendu, potentiellement une période de 50 ans, pourquoi pas. Le résultat, ou l'une des formes du résultat, puisque bien entendu l'un des résultats est une base de données à laquelle vous pouvez accéder, l'une des formes graphiques du résultat et qui permet réellement de se rendre compte de ce qu'il en est, c'est de voir que sur une requête de la sorte, eh bien là c'est sur 24 mois, eh bien on remarque bien entendu qu'à une certaine période, de nombreux pics sont présents. J'ai fait une requête, donc bien sûr, qui aborde un certain nombre de thématiques de l'ordre de la délinquance, de la violence, ainsi qu'un certain nombre de requêtes générales sur Toulouse. On remarque que dans l'actualité, tout à coup, à une certaine date, en 2012, eh bien, la mention de Toulouse est extrêmement saillante. On découvre, si j'ose dire, un événement, un objet numérique qui est présent dans le corpus, sans forcément savoir ce qu'il en est. Peut-être aujourd'hui, l'affaire est-elle encore aisée à se remémorer. Il est évident que dans 50 ou 100 ans, ce sera beaucoup plus difficile, de même que peut-être se sera-t-il passé un certain nombre d'autres événements dans la même zone qui limiteront la portée, ne serait-ce que statistique, de la visibilité des données. Donc on trouve ici un pic, et pourrait-on s'interroger sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce que ce pic, qu'est-ce qu'il représente? Et le cas échéant,
Le cas échéant, on trouve ici des mentions du terrorisme, des mentions de la sécurité, des mentions de la violence, des mots-clés qui ressortent de manière extrêmement visible. Et bien entendu, quand on fait une requête, c'est-à-dire quand on re-rentre dans la base de données pour voir ce qu'il en est de ce pic, on trouve évidemment Mohamed Merah. Alors là, si je vous affiche la requête en tant que telle, c'est illisible. On a quelques 20 000 documents. Vous n'allez pas feuilleter 20 000 documents. Toutefois, les descripteurs que nous avons permettent de voir, tiens, certains termes sont mentionnés. Ici, les thématiques clés sur la période en question qui sont évoquées dans l'actualité. De même que peut-on trouver un certain nombre d'acteurs. On trouve Al-Qaïda, on trouve le GIGN, on trouve également la marque Yamaha, qui était la marque du scooter en l'occurrence de Mohamed Merah. De même qu'on trouve un certain nombre de personnalités qui sont particulièrement présentes, en l'occurrence, notamment Mohamed Merah, ainsi qu'un certain nombre d'hommes politiques qui sont également présents. Bien sûr, celui qui ne serait pas au courant de l'affaire trouverait immédiatement un nom nouveau à aller chercher et permettrait dès lors l'analyse de cet élément et la découverte donc de cet objet numérique. On trouve, et c'est là l'intérêt, également un certain nombre de difficultés d'extraction, notamment le doublement du M dans Mohamed, y a-t-il un doublement ou non, et je vous affiche ici des données volontairement brutes, non nettoyées, qui vous montrent que peut-être, parfois, certaines personnalités apparaissent deux fois. Ensuite, c'est nettoyé, bien entendu. Mais parfois, certaines personnalités peuvent apparaître deux fois. Par exemple, une mention de Sarkozy, en pure extraction, qui n'est pas la même mention que celle de Nicolas Sarkozy ou de Sarko. Et dès lors, serait-il probablement une perte de qualité des données de faire simplement disparaître ces spécificités? Ce n'est pas tout à fait pareil d'employer Sarko que d'employer Sarkozy, ou Nicolas Sarkozy, ou le président de la République. Bien entendu, une variation de sens est importante à garder, tout autant qu'il est abscon que d'avoir plusieurs fois la même personne mentionnée. Ce qu'il faut taper entre les deux, et probablement, en l'occurrence, choisir entre les deux modes de choix qui sont de garder la spécificité tout autant que de permettre de chercher dans les documents la spécificité de la terminologie qui a été employée. À titre d'exemple, les services de renseignement eux-mêmes semblent avoir eu une difficulté avec le doublement du M de Mohamed dans Mohamed Merah qui aurait ralenti les recherches. Alors, au format brut, on arrive à quelque chose qui ressemble à cela. Nous avons les descripteurs, un certain nombre de mots-clés qui viennent directement de l'INA, un thésaurus très simplement, et par ailleurs un certain nombre d'extractions d'entités nommées qui sont faites par une société spécialisée, en l'occurrence Sylaps, des extractions géographiques, des entités nommées, qui sont dans le code source, pour parler simplement, de chaque document, ce qui permet de retrouver systématiquement ce qui a enrichi le document et ce qui vous a permis en fait de tomber sur ce document. Pourquoi ce document est-il sorti lors d'une requête? Alors pour en arriver à mon deuxième point, très rapidement, ici, une représentation, donc une requête sur le décès, sur les différents décès, sur les co-occurrences des termes décès, décédé et toute variation sur une période de 3 ans. Comme vous le remarquez, il y a un certain nombre de pics, notamment à la fin 2013, ce qui correspond bien entendu au décès des personnalités sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour des questions de temps, mais sur des personnalités que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc Nelson Mandela qui est décédé le 5 décembre 2013, tout comme Richard Descoings qui est décédé en avril 2012. Alors, l'un des points intéressants, c'est bien sûr de repérer ce qu'il en est de la couverture médiatique de tels événements. Manifestement, on pourrait le prévoir, Nelson Mandela fait l'objet d'une couverture beaucoup plus importante que ce qu'il en est de Richard Descoings. Mais encore, et c'est une autre entrée, une requête visuelle est possible. Donc je parlais tout à l'heure de recherche textuelle. Vous rentrez du texte très classiquement et vous recherchez au sein de texte, donc texte intégral, métadonnées, de même qu'au sein de données enrichies. L'un des apports, l'une des qualités de ce type de moteur, c'est également être capable de rechercher par l'image et non pas simplement par le texte. Et pour vous donner un exemple que j'ai réalisé à partir de l'affiche de campagne
Nicolas Sarkozy, eh bien, une requête visuelle est possible, c'est-à-dire d'explorer la base de données via l'image, non pas simplement de rentrer une requête qui serait du type Nicolas Sarkozy, affiche de campagne, mais réellement de rentrer l'affiche de campagne en tant que requête, donc de requêter par l'image. Et le résultat, bien entendu, c'est de prendre la dite affiche et d'essayer de retrouver toutes les images, ou une partie des images en tout état de cause, qui seraient similaires, qui seraient des copies partielles, des copies intégrales de cette image, ou qui présenteraient des similitudes, sans rentrer dans les détails techniques. Alors évidemment, l'intérêt peut être commercial, repérer une marque et sa présence sur Internet, mais l'intérêt peut être également de suivre la présence ou le détournement d'une image de campagne, comme c'est le cas ici, de Nicolas Sarkozy, ou simplement d'observer la manière dont telle ou telle œuvre est représentée sur Internet, dont ces images sont présentes sur différents sites, et ça donne bien entendu une toute autre vision de l'archive pour l'usager qu'une simple vision textuelle qui est par nature, bien entendu, limitée par le texte. Alors, vous cherchez dès lors dans la base de données et vous trouvez, en l'occurrence, différentes versions de cette affiche, ou encore cette affiche au sein d'une photo qui représente donc Nathalie Kosciusko-Morizet, laquelle affiche est présente donc dans un couloir, dans un escalier. Vous trouvez également cette affiche dans d'autres extractions. Là, c'est une extraction qui vient d'une vidéo dans laquelle donc une affiche de campagne est présente sur le podium. Et vous trouvez par ailleurs des détournements de cette image, qui reprennent l'image ou qui détournent, complètent l'image en question. Et bien entendu, j'ai pris Nicolas Sarkozy, aurais-je tout autant pu prendre François Hollande ou un certain nombre d'autres hommes politiques, il n'y a pas de parti pris ici. Vous trouvez bien entendu l'image détournée sous différentes formes, complétée potentiellement, avec différentes variations, parfois plus vastes. Et pourrait-on appliquer ces mêmes types de requêtes, et j'en aurais terminé, à des monuments, par exemple, comme c'est le cas ici, du Panthéon. Donc, l'apport principal, l'intérêt principal ici, c'est de voir qu'il y a à la fois un outil textuel qui profite de l'enrichissement de données, qui profite du catalogue et qui profite d'outils de cartographie qui permettent de représenter donc ce catalogue, mais qu'une autre entrée également est possible par le biais de l'image, qui permet tout autant l'utilisation des mêmes outils, et de trouver en fait, quand vous faites la requête, des sites ou des résultats totalement différents de ceux que vous trouvez avec une simple requête textuelle. Si je cherche Nicolas Sarkozy, disons une requête complexe, qui aurait pour objectif de trouver le traitement médiatique qu'il y aurait de l'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy. J'ai un certain résultat, un résultat X. Si je passe par l'image, j'ai un résultat Y qui n'a rien à voir. Bien entendu, il y a une certaine saillance de résultats communs. Mais en pratique, il y a de nombreux résultats qui sont découverts, qui sont trouvés, notamment sur des blogs, sur des sites qui ont beaucoup moins de médiatisation, qui sont des résultats qui ne sortent pas ou qui sortent très loin dans le classement, donc qui sont très peu visibles. C'est la faiblesse, si j'ose dire, des données massives, qui sont très peu visibles, et pour autant qui ressortent par une requête visuelle. Donc je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions avec plaisir si vous en avez.